Hi everyone, and welcome. Today we're joined by Bonjour à Pascal tous et Lotas, bienvenue. an associate Aujourd'hui, nous professor sommes at rejoints Kyoto par Pascal University and Lotaz, also the host professeur of the associé à talk l'Université de Kyoto Neutrality et Studies. également So, animateur du très populaire Neutrality I Studies. guess, yeah, what everyone is J'imagine que ce discussing dont these tout le monde days parle en ce is moment, Alaska. c'est de And l'Alaska. I Et thought je trouve que, à yeah, l'approche de before we la get to réunion, the meeting, c'est assez intéressant. getting the Les reactions, réactions some sont, more pour overly certaines, excessivement enthusiastic, some enthousiastes. expected Certains something s'attendaient à ce against que Trump tende Putin, peut-être others un thought piège à Poutine. that Putin would trick D'autres pensaient que Trump, Poutine and piégerait in Trump. Europe it's mostly Et en been Europe, panic c'est surtout la panique et la peur qui dominent. fear. On a donc So cette there is combinaison a étrange combination où ils where they mettent warn Trump en Trump garde. don't do this, and Ne fais pas ça, also tout en le praising him félicitant, what a wonderful quel leader is leader to make merveilleux sure they il don't est, fall out. I mean, pour it sounds s'assurer de ne pas se fâcher avec chaotic, lui. and C'est assez chaotique, et je pense qu'ils perdent un peu de vue les questions plus larges. Donc je me suis dit, oui, commençons par une question très ouverte. Comment évalues-tu cette rencontre en Alaska? How do you assess this meeting in Alaska? Donc la réunion me fascine énormément. Je veux dire, tout le processus qui nous a menés à cette rencontre. Parce que vous savez, c'est arrivé de façon totalement inattendue, du moins pour moi. D'abord, il y a eu l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et j'ai aussi eu des discussions avec des spécialistes russes qui m'ont dit, écoutez, en ce moment, le mot d'ordre en Russie, c'est la gestion des attentes. Parce que Trump a tenu toutes ses déclarations sur sa volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine, qu'elle n'aurait jamais eu lieu sous sa présidence et qu'il ferait la paix en un jour. Et beaucoup de choses qu'il a dites, y compris le fait de reconnaître qu'il s'agit d'une guerre par procuration, étaient des éléments importants pour les Russes. Mais encore une fois, ils comprennent très bien, en particulier Vladimir Poutine, que les États-Unis ne sont pas dirigés par une seule personne, n'est-ce pas? Vladimir Poutine a plusieurs fois souligné qu'il avait de bonnes relations avec plusieurs présidents américains. Et une fois qu'il retourne à Washington, ou que tout le monde rentre chez soi, soudainement la politique change à nouveau, n'est-ce pas? Donc je pense que les Russes comprennent très bien que les États-Unis ont un processus politique très complexe. Mais il y avait quand même l'espoir de pouvoir inverser la tendance. Et je pense qu'en fait, au cours des 6 derniers mois, les Russes et les Américains ont effectivement réussi à changer considérablement la situation. Si l'on considère où nous en étions il y a un an, vers une désescalade en réalité. Même si vous n'êtes pas encore parvenu à un véritable accord de paix avec l'Ukraine, on peut voir à quel point les Européens paniquent à l'idée que le conflit s'apaise, ce qui est la chose la plus étrange de toutes. Mais c'est l'une de ces réalités où les États satellites sont plus bellicistes que la puissance centrale elle-même, n'est-ce pas? Ils ont tellement intériorisé tous ces dogmes transatlantiques, qu'il leur faut des années pour rattraper les derniers développements au centre. Et maintenant, on a vu que le centre lui-même, vous savez, oscille. Washington a hésité, puis Trump a oscillé entre tenter d'avoir des conversations téléphoniques, mener une diplomatie avec les Russes, et d'un autre côté, il a de nouveau joué le jeu des néoconservateurs et de la faction aux États-Unis, qui croient encore que fournir plus d'armes et plus de soutien à l'Ukraine est la voie à suivre. Ils se sont heurtés à un mur, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est juste que la Russie ne fait pas que gagner. La Russie a en fait déjà gagné. Et Orban l'a dit il y a 2 jours, c'est terminé. La guerre est pratiquement finie. L'Ukraine a perdu. La question est de savoir quels seront les termes du document de reddition et comment cela va se dérouler. Et d'un côté, je pense qu'on assiste maintenant aux négociations à ce sujet. Cette négociation de reddition, pas une reddition, mais les moyens de mettre fin à la guerre, parce qu'une des parties ne peut tout simplement plus continuer à se battre. Au moins, on voit comment les Ukrainiens s'effondrent. Trump cherche une porte de sortie, mais les Russes insistent. Je pense qu'en réalité,
À ce stade, les Russes cherchent à structurer ce qui va suivre. C'est ainsi que je le comprends. C'est aussi comme ça que j'explique qu'ils ne sont pas venus à ce sommet. Ils n'ont pas d'accord sur quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Pardon, ils ont un accord. Et je pense qu'il a été écrit en toile de fond du sommet qu'ils veulent poursuivre la paix. Je pense que c'est très important, ce slogan « poursuivre la paix ». Ce n'est pas faire la paix. L'enjeu n'est pas simplement de dire « signons un traité » ou quelque chose du genre. L'enjeu, c'est d'avoir un processus qui, au final, mènera à une meilleure structure. Et c'est exactement ce que recherchent les Russes, n'est-ce pas? Les causes profondes de la guerre et la structure de sécurité qu'ils veulent instaurer, pas seulement avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un élément du puzzle. Il s'agit de parvenir à un accord avec les Américains sur la manière de créer une architecture de sécurité commune qui prendra en compte les préoccupations sécuritaires de la Russie. Vladimir Poutine, dans son discours à propos du sommet, l'a clairement dit, n'est-ce pas? Il a affirmé que c'est ce qu'il souhaite accomplir, et il a aussi remercié Donald Trump d'avoir écouté cela et d'avoir essayé de comprendre les causes profondes de ce conflit. Et vous savez, Donald Trump m'a semblé très abattu après le sommet, et je pense qu'il ne savait pas vraiment quoi dire. Il parlait beaucoup pour ne rien dire. Il nommait son équipe, les remerciait d'être formidables et merveilleux. Alors que Vladimir Poutine a prononcé un discours très concis sur ce qui est important pour la Russie et à quel point les Russes apprécient aussi les États-Unis. Son discours portait beaucoup sur l'appréciation des États-Unis, tout en acceptant qu'ils soient même engagés dans une guerre chaude en Ukraine. Pour moi, c'est ce qui était le plus fascinant du côté russe. La façon dont il semble désormais accepter et intégrer le fait que nous vivons dans une nouvelle réalité, où en même temps, il y a une confrontation militaire, tout en maintenant un engagement diplomatique avec l'autre camp. Et le fait qu'ils en soient arrivés à ce point où ils peuvent même se rencontrer est pour eux un grand pas en avant, même si Vladimir Poutine dit explicitement que ce n'est qu'une première étape. Donc, il s'attend à d'autres étapes. Et à la fin de la réunion, il a invité Trump à Moscou, n'est-ce pas? C'est une chose très intelligente à faire, et bien sûr le faire aussi en anglais, mettre Trump sous les projecteurs et envoyer tous ces signes d'éloge, ce que d'ailleurs les médias occidentaux ne rapportent pas. CNN, BBC, New York Times, ils ne rapportent que ce qu'a dit Trump, et puis quelques citations de Vladimir Poutine ici et là. Mais ils ne reflètent jamais à quel point Poutine a réellement fait l'éloge des États-Unis, ce qui, à mon avis, changerait beaucoup la façon dont nous comprenons aussi les Russes en Occident. Mais cela, bien sûr, n'est jamais fait. Dans l'ensemble, j'interprète cela comme un sommet assez important, dans la mesure où il modifie en quelque sorte la manière dont ces deux grandes puissances interagissent désormais l'une avec l'autre. Ma plus grande inquiétude est que les États-Unis ne savent toujours pas vraiment ce qu'ils font, ni ce qu'ils veulent. Je pense que Donald Trump voulait une victoire à court terme. Il voulait vendre quelque chose aux Russes. Il a dit « il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord ». Donc dans son esprit, aucun accord n'est conclu. Mais je pense que pour les Russes, puisqu'ils considèrent ça davantage comme une étape d'un processus, ils y voient quelque chose d'utile. C'est pourquoi ils se sont rendus là-bas, et pourquoi cette délégation très importante et influente s'est rendue aux États-Unis. Et c'est aussi une mesure de renforcement de la confiance, en fait, pour que les Russes disent « Bien sûr, nous vous faisons suffisamment confiance pour aller en Alaska. » Et au final, tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Ils ont effectivement eu exactement la réunion qu'ils voulaient avoir. C'est en fait une réunion très porteuse d'espoir, pour moi. Et je pense que c'est aussi une occasion pour les États-Unis d'essayer de comprendre comment fonctionnera le monde multipolaire. Ce n'est plus du haut vers le bas.
C'est réel, véritable. Il y a désormais des pairs, des égaux. Pendant très longtemps, la politique étrangère américaine a été menée d'une manière qui ne reconnaissait pas vraiment l'existence de pairs. Et je pense que c'est désormais le cas. C'est un point intéressant, ce que vous dites sur la couverture médiatique. Car il y a eu cet effort de ne pas humaniser l'adversaire, de ne pas présenter les Russes comme rationnels, de ne jamais, en aucune circonstance, se retrouver à discuter de leurs préoccupations en matière de sécurité. Ce ne sont que des caricatures d'un Poutine irrationnel et agressif, doté de caractéristiques dignes d'Hitler. Il ne veut que conquérir. Tout est non provoqué. En d'autres termes, il ne peut y avoir aucune diplomatie raisonnable à mener, et il ne respecte que la force. C'est donc très étrange pour moi de l'entendre venir aux États-Unis et parler de bonnes relations. Mais je pense que tu as raison. Cette solution rapide qu'il voulait va vraiment à l'encontre de ce que disent les Russes, à savoir que ce n'est pas seulement une question de territoire, ce n'est même pas uniquement une question d'Ukraine. Donc, l'idée qu'il suffirait d'un cessez-le-feu pour que la guerre soit terminée ignore le fait qu'il s'agit d'un problème plus large qui s'accumule depuis plus de 30 ans. Cependant, à mon avis, une grande partie semble se concentrer sur les questions bilatérales. Ils reconnaissent que la question ukrainienne doit être résolue. Mais tu sais, Poutine est venu avec des personnes du monde économique et des affaires. Tout cela. Qu'en penses-tu? Parce qu'ils se sont aussi rencontrés en Alaska, ce qui est très différent d'une rencontre sur la ligne de front, c'est-à-dire en Europe, mais plutôt sur leurs frontières communes, à seulement quelques kilomètres de distance. Oui, et Vladimir Poutine a commencé son discours en disant quelque chose comme « Je suis venu ici, à l'endroit le plus proche entre nous, là où nous sommes voisins. Et quand j'ai atterri, j'ai dit bonjour, ravi de te revoir, voisin, content que tu sois toujours en vie, ou quelque chose dans ce genre. Je veux dire, il appréciait le fait d'être voisin des États-Unis et voulait vraiment changer cette perception, n'est-ce pas? Que nous ne nous battons pas tant pour l'Europe, mais que nous devons comprendre nos relations bilatérales, nos liens bilatéraux. Et soyons clairs, nous sommes bien plus proches les uns des autres que nous ne le pensons. Nous n'avons pas les Européens entre nous. C'est aussi une chose très intelligente de la part des Russes, car c'est le seul point sur lequel ils sont également d'accord avec les Américains. Il faut écarter les Européens, car il s'agit d'une affaire entre grandes puissances et de raviver leurs relations. Et par la suite, si vous ravivez cette relation, vous vous retrouverez dans une meilleure position également à terme. Et l'Europe, à ce stade, est en aval. Les Européens se rendent complètement, totalement dépendants des États-Unis, à un degré que nous n'avions pas vu depuis des décennies. Nous n'avons tout simplement pas d'exemple d'un tel niveau de servilité et de dépendance envers une puissance étrangère. Par conséquent, la chose logique à faire maintenant, tant pour les Russes que pour les Américains, est de commencer à réparer leurs relations bilatérales et ensuite de voir, au fil du processus, comment faire baisser la tension. Et bien sûr, à l'extrémité la plus basse ou la plus dramatique, il y a les combats en Ukraine. C'est un combat inégal, car d'un côté, il y a l'Ukraine, proxy des États-Unis, qui se bat avec des hommes et des femmes ukrainiens, du sang ukrainien, contre les Russes. Ainsi, ce sont les Russes qui saignent directement, alors que les États-Unis ne le font pas. Mais cela fait partie de la réalité de la manière dont les États-Unis ont appris à mener la guerre de façon très très efficace, n'est-ce pas? Non seulement des guerres par procuration, mais je les appelle des guerres d'application. Maintenant, encore une fois, du point de vue russe, ils ont dit dès le début que c'était entre eux et les États-Unis, à un niveau structurel. Et ils ont essayé de réparer cela. Je pense que les Russes interprètent en fait le moment actuel
comme une fenêtre d'opportunité pour changer de cap. Je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord. C'est notamment le cas de Brian Berletic, que vous avez reçu dans votre émission. Il défend la thèse pessimiste, selon laquelle il ne s'agit en réalité que d'une ruse. Se retirer un peu, se réarmer, gagner du temps, puis attaquer à nouveau une fois que suffisamment de forces auront été rassemblées. Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité, mais nous voyons, du moins du côté russe, qu'après toutes leurs expériences, ils considèrent toujours le moment présent comme une opportunité à saisir. Et ils essayent de faire avancer les choses. Et je pense effectivement que ce processus va se poursuivre. Les Américains sont probablement déçus de ne pas avoir obtenu de résultats très concrets. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils s'attendaient à aller plus loin, car il y avait ces délégations. Et je pense qu'il y aurait probablement eu plus de réunions s'ils avaient trouvé plus de terrain d'entente. Apparemment, ce n'a pas été le cas. Bien qu'une réunion de 3 heures soit déjà un sommet assez conséquent, ils ne sont pas allés aussi loin qu'ils l'auraient souhaité. Mais ils ont finalement eu cette discussion entre les plus hauts dirigeants. Et encore une fois, cela inclut aussi Lavrov, cela inclut aussi Ryabkov, cela inclut Vitkov qui a participé. Et maintenant, la question est de savoir comment ils peuvent continuer à aller de l'avant. Parce que la balle est désormais réellement dans le camp des États-Unis, n'est-ce pas? Ils doivent parler aux Européens et à l'OTAN. Et Trump l'a d'ailleurs reconnu. J'imagine donc qu'il y a eu des discussions sur les prochaines étapes à haut niveau, sur le cadre structurel à mettre en place, pas sur la mise en œuvre, pas sur ce qu'on peut faire concrètement, mais sur la manière de créer davantage de possibilités de désescalade, même si cela reste limité. Car encore une fois, les Russes ont désormais clairement indiqué qu'ils n'accorderont pas de cessez-le-feu. Ils poursuivront à la fois la voie militaire et la voie diplomatique en même temps, ce qui est bien sûr exactement ce que les Européens veulent empêcher. Mais ils n'ont rien. Et les États-Unis, à ce stade, semblent prêts à dire « Très bien, alors faisons comme ça ». Eh bien, je pense que c'est... Oui, bon. Sur la question bilatérale, c'est probablement aussi ainsi que les Russes l'aperçoivent. En effet, c'est aussi une opportunité pour les États-Unis de transformer fondamentalement les relations, car nous nous sommes en quelque sorte habitués à ce que cela soit la norme, la confrontation sans fin, puisque cela dure depuis un siècle maintenant. Mais ensuite, Trump faisait remarquer que la Russie est un immense pays, qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nous de collaborer. Donc à un moment donné, il faut commencer à évaluer qu'est-ce qui nous divise vraiment. Je veux dire, les Britanniques se posaient aussi cette question. Nous sommes toujours en conflit, mais nous n'avons pas tant d'intérêts concurrents que cela. Pourquoi sommes-nous toujours en conflit? En remontant au 19e siècle, cette question se posait déjà. Et je pense que c'est le message que les Russes essayent peut-être de faire passer aux Américains. En Europe, nous vivons essentiellement encore sur les fondations ou les vestiges de la guerre froide. C'est-à-dire qu'après la guerre froide, nous avons à nouveau divisé le continent. Nous avons remilitarisé les lignes de division. Nous sommes maintenant en concurrence pour savoir où tracer ces lignes de division. Et cela ne va pas se résoudre. Il est donc plus logique, au lieu d'être aussi centré sur l'Europe. Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi, comme vous l'avez dit, ce n'est pas nécessaire? Les Américains ne veulent pas rester en Europe, du moins pas aussi massivement. Ils veulent opérer un pivot, comme ils disent. Ils veulent se tourner vers l'Asie, ce qui signifie qu'ils doivent se détourner de quelque part. Et ce quelque part, c'est principalement l'Europe. Les Russes, eux aussi, en ont largement fini avec les ambitions d'une grande Europe. Ils considèrent que leurs principaux partenariats militaires, économiques et politiques se trouvent à l'Est, encore une fois, ce grand projet
eurasiatique. Donc, il est assez logique que leur relation ne devrait pas être otage du conflit qui se poursuit encore en Europe. Mais je pense qu'ils reconnaissent tout de même qu'il faut résoudre ce problème, car il planera toujours sur eux. Je voudrais juste dire quelque chose rapidement à propos de ce que tu as dit concernant Brian Berletic, parce que je partage en partie son pessimisme. C'est-à-dire que je pense que les Américains reconnaissent les réalités multipolaires. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à la Russie, à la Chine, à l'Iran, en même temps, car cela crée le pire cauchemar de Kissinger. En effet, ils poussent maintenant l'Iran dans cette direction, ainsi que l'Inde, à travers les sanctions. Mais là où je rejoins Brian Berletic, c'est que je pense toujours que les Américains ont des ambitions hégémoniques. Oui, il existe donc des réalités multipolaires, mais aussi des ambitions hégémoniques. Ils n'auront donc pas des relations totalement harmonieuses avec la Russie. Mais s'ils peuvent externaliser la politique de confinement ou l'hostilité envers la Russie aux Européens, encore une fois, externaliser les armes, simplement vendre des armes aux Européens, qui seront toujours gérées par les Américains. Ce sont toujours les Américains qui opèrent, et vous savez, qui suivent les missiles et qui tuent des Russes. Mais s'ils peuvent s'en laver les mains et appeler cela européen, alors je pense qu'ils le feront. Ils n'abandonneront pas cette campagne contre la Russie, et je pense que c'est l'objectif principal. Apprenons à nous entendre avec les Russes à l'Est, mais nous trouverons un moyen de les affronter à l'Ouest. Il n'y a donc pas de confiance, et il ne devrait pas y en avoir, car nous n'avons pas résolu les grandes questions. Et désolé. Non, tout à fait. Et vous savez, la force de l'argument de Berletic, c'est qu'il adopte une perspective à long terme et qu'il dispose de beaucoup de preuves à l'appui, même pour le fameux bouton de réinitialisation avec Hillary Clinton, etc. Je veux dire, les États-Unis ont fait cela à maintes reprises. Mais il y a une chose, les États-Unis, bien plus encore que la Russie, ont un processus de prise de décision très fragmenté. Il y a de véritables factions, et nous les connaissons. Ce serait une erreur de prétendre que des gens comme Jack Matlock et les autres spécialistes de la Russie et de l'Union soviétique étaient simplement des faucons néoconservateurs cachés qui ont toujours voulu ce résultat. Non, nous connaissons Jack Matlock et, comment s'appelle-t-il, le grand, l'auteur de l'article X, George Kennan. Ces personnes, elles étaient très importantes. George Kennan. These people, they were very important, they were very influential. And to some extent, ils ont été très influents et le sont encore dans une certaine mesure. Je veux dire, Jack Matlock est toujours là et il reste une icône de cette époque. Il militait pour de meilleures relations avec la Russie et il disait dans les années 1990, nous ne devrions pas élargir l'OTAN, cela mènera à un conflit. Cette faction au sein des États-Unis a simplement perdu le débat. Malheureusement, les partisans de la retenue, depuis 1945, n'ont cessé de perdre le débat encore et encore. Je fais souvent valoir cet argument en disant que vous savez, dans les années 1930, les partisans de la retenue avaient l'opinion américaine avec eux. Et aujourd'hui, on les appelle les isolationnistes. Ce n'était pas le cas. Ils étaient neutralistes. Ils disaient nous devons garder les États-Unis neutres. Ils ont perdu ce débat de façon décisive en 1941 et 1945 et n'ont jamais réussi à contenir les États-Unis par la suite. Vous avez ces débats. Même MacArthur au Japon, vous savez, disait que le Japon devrait être neutre. Et puis il y avait d'autres personnes avec d'autres visions, bien plus expansionnistes et militaristes, qui voulaient les bases. Et puis il y a ce que Jeffrey Sachs nous dit à propos des gens qui voient le monde comme Brzezinski, comme un putain de jeu vidéo, n'est-ce pas? Et cette faction a continué de gagner le débat interne. Maintenant, la question est de savoir si cela va continuer, n'est-ce pas? Et si Berletic a raison, alors ils continueront de gagner. Et actuellement, nous ne faisons qu'assister à une phase, n'est-ce pas? Mais il y a l'option, ou la possibilité,
que nous assistions à un véritable changement dans l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur des États-Unis. Sur quelle faction l'emporte sur l'autre, sur la manière dont la politique étrangère devrait être menée. Et si nous sommes optimistes à ce sujet, alors nous dirions que, eh bien, nous sommes maintenant au début d'un véritable changement là-bas. Par conséquent, l'équilibre multipolaire des pouvoirs est probablement en train d'émerger aussi au sein des États-Unis. Et ce changement d'état d'esprit est en train de se produire. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Seul le temps pourra nous l'apprendre. Mais je pense que nous ne devons pas sous-estimer le facteur de la véritable lutte idéologique qui se joue également aux États-Unis. Je pense que pour la Russie, il se passe aussi quelque chose de similaire. Je veux dire, il y a Karaganov et d'autres. Mais au final, ils servent surtout les mêmes objectifs de politique étrangère, plus qu'aux États-Unis. Du moins, c'est ainsi que je le vois. Oui, eh bien c'est ça le problème. Quand ils voient que les Américains continuent de tuer des Russes, bien sûr, il y a de la colère. Ils comprennent que ce ne sont pas des amis. Mais il faut aussi être pragmatique. Il n'y a pas beaucoup de cela en Europe. Je veux dire, si je fais un commentaire ici, je pense qu'il est dans l'intérêt de l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire maintenant. Cela ne veut pas dire que je le souhaite, mais il faut reconnaître leur situation sécuritaire. Mais il n'y a aucun débat à ce sujet. Donc je pense que c'est là où les Russes sont doués. Ils mettent cela de côté. Bien sûr, nous sommes presque en guerre directe maintenant, mais il y a des possibilités, alors poursuivons-les. Cependant, dans la théorie réaliste, il y a cette hypothèse que les États cherchent intrinsèquement à maximiser leur sécurité. Ils cherchent à maximiser leur sécurité, pas toujours leur pouvoir. Mais le pouvoir, bien sûr, est une source de sécurité. Vous allez étendre votre pouvoir jusqu'à atteindre un équilibre. Et une fois cet équilibre atteint, vous vous concentrez alors sur la question de la sécurité. Autrement dit, vous vous étendez encore et encore. Mais dès que vous rencontrez une résistance, vous parvenez à un accord. Sinon, si vous continuez à chercher à obtenir plus de pouvoir, vous finirez par avoir moins de sécurité. Maintenant, je pense que c'est là où nous pourrions en être, encore une fois, en étant optimistes. Mais la raison pour laquelle il n'y a pas de confiance, si l'on regarde l'année écoulée, c'est qu'il n'y a jamais eu. Chaque fois que l'OTAN a rencontré une résistance de la part des Russes, cela a été perçu comme quelque chose de temporaire, quelque chose, vous savez, que nous pouvons surmonter. Donc, par exemple, lorsque l'OTAN s'est élargie dans les années 90, tout le monde savait que les Russes allaient très mal réagir. Alors, vous voyez, ils ont proposé, eh bien, créons cet acte fondateur OTAN-Russie en 87 pour rassurer les Russes. Et même aujourd'hui, on a ces citations de Clinton, quand il a dit « Bon, soyons clairs, nous signons ce document, il ne nous engage légalement à rien. Si demain on se réveille et qu'on ne veut plus le respecter, on peut le jeter par la fenêtre. » C'est comme « Ah, merveilleux. » Vous voyez, c'est tiré du livre de Sarot. C'est vraiment ce qu'il dit. Donc c'est la même chose que le bouton de réinitialisation. Essayons de repartir sur de nouvelles bases dans les relations. Mais déjà, au moment où l'on se serre la main, on prépare le prochain coup de poignard dans le dos. Donc, cela a toujours été des offres de paix très factices. Mais je pense que cette fois, cela semble différent. Et c'est pour cela que les Russes n'accepteront pas de cessez-le-feu, car un cessez-le-feu serait une nouvelle concession ou une perte d'influence, du moins tant qu'ils sont en position de force. On capitulerait en pleine victoire. C'est une chose très étrange à faire. Mais encore une fois, je comprends l'argument selon lequel tout cela pourrait n'être qu'une tromperie. Mais cette fois, c'est différent. Je ne sais pas. Il y a deux niveaux de tromperie possibles. L'un est la tromperie consciente, où l'administration Trump dit secrètement « Ah,
trompons les Russes, comme ils ont dit l'avoir fait avec l'Iran. Bien qu'avec l'Iran, il reste la question, était-ce réel ou ont-ils simplement inventé cela après coup, après que les Israéliens les ont poussés à frapper l'Iran? Nous ne pouvons pas en être certains. Donc un niveau de tromperie, c'est le ha-ha. L'autre niveau, bien sûr, c'est la tromperie institutionnelle, où l'administration Trump souhaite réellement mettre fin à tout cela. Mais l'état profond et la façon dont les États-Unis fonctionnent, vous savez, en tant que système politique, avec des élections tous les 4 ans, et puis il va perdre le Parlement, je veux dire le Capitole, le Congrès, l'année suivante, ce processus va faire en sorte que cela devienne une promesse vide ou une coquille vide, n'est-ce pas? Et ce sont 2 niveaux différents de tromperie. Mais globalement, à long terme, d'un point de vue extérieur, ce sera la même chose. Ce sera les États-Unis qui font semblant de vouloir de meilleures relations, qui font semblant de conclure un accord avec l'Iran en 2016, le JCPOA, puis qui déchirent l'accord 2 ans et demi, 3 ans plus tard, ce genre de non-respect de la parole donnée. Et les 2 rendent les États-Unis très peu fiables. Mais je pense que les Russes ont désormais compris que les États-Unis ne sont pas fiables en ce qui concerne les promesses. D'accord, parce qu'ils ont essayé trop de fois. Ils ont eu de bonnes intentions trop de fois. Aussi au Conseil de sécurité avec la Libye. D'accord, ok, très bien. N'opposons pas de veto à une zone d'exclusion aérienne. Et ensuite, qu'est-ce que fait l'OTAN? Elle fout en l'air la Libye pour de bon. Et ils ne se laissent plus avoir. Donc, la différence maintenant, c'est qu'ils font les 2. Ils utilisent la force militaire tout en ne fermant pas la porte à la diplomatie. Donc, d'une certaine manière, nous sommes revenus à un monde du 19e siècle, où la guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Et la diplomatie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et on poursuit les 2 en même temps. Et je pense que la Russie est relativement à l'aise avec cela. Non, à l'aise, pardon. La Russie est arrivée à la conclusion que c'est ainsi et qu'elle doit agir de cette façon. Et ils sont capables de jouer à ce jeu. Et les Américains sont toujours dans cette situation de monde imaginaire, de rêve, qu'ils doivent aussi entretenir pour nous dire à nous, la population générale, que nous sommes les gentils, que les États-Unis sont le médiateur, que les États-Unis sont les artisans de la paix et qu'ils ne sont qu'une puissance intermédiaire. Nous sommes encore dans ce monde factice, mais lentement, mais sûrement, même l'Occident est forcé de reconnaître que ce n'est pas la réalité. Et la question est de savoir combien de temps il faudra avant que, même en Occident, nous ayons une appréciation plus réaliste de la situation dans laquelle nous nous trouvons réellement. On peut voir comment nos médias essaient encore de nous faire croire à cette stupidité de conte de fées du nouveau Hitler, assis à Moscou et à Gaza, en réalité, n'est-ce pas? Et les chevaliers blancs qui doivent sauver la situation. Mais tout cela s'effondre. Heureusement, ça s'effondre. C'est ce qui m'agace tellement. Il n'y a aucune discussion ou évaluation honnête. Par exemple, le principal slogan que l'on voit actuellement dans les médias pour dénoncer le fait que, eh bien, Poutine ne veut pas la paix, c'est, eh bien, vous savez, s'il voulait la paix, pourquoi continue-t-il de bombarder l'Ukraine? C'est la preuve irréfutable qu'il ne veut pas la paix. Mais c'est justement la seule raison pour laquelle il y a des négociations. S'ils n'étaient pas en train de gagner, pourquoi envisagerions nous-mêmes leurs exigences? Je veux dire, les exigences russes, pour être juste envers les Ukrainiens, c'est une demande énorme qui est aussi humiliante à bien des égards. Comme l'a dit un jour Arestovitch, le conseiller de Zelensky, en 2019, si nous voulons rejoindre l'OTAN, nous devons d'abord vaincre la Russie. Notre adhésion viendra à l'issue d'une grande guerre. Et vous savez, donc, ils n'obtiennent pas l'OTAN. Ils ont perdu tant d'hommes. Ils ont perdu 20% de leur territoire. Et maintenant, on leur demande,
dans le cadre d'un accord de paix ou d'une défaite, qu'ils n'obtiendront rien de ce qu'ils voulaient. Et il est très difficile d'imaginer comment l'Ukraine pourra vraiment se relever après cela. En effet, ils pourraient se retourner les uns contre les autres, toutes ces différentes factions. Donc, je comprends pourquoi c'est une demande énorme, vraiment énorme. Mais c'est aussi le résultat de notre entêtement depuis 35 ans. Nous ne discuterions d'aucune de ces choses s'ils n'étaient pas en train de gagner. Donc l'idée qu'ils abandonneraient les raisons de... Quel est le but de tout cela? Hier, les Britanniques parlaient encore d'envoyer des troupes, comme si un cessez-le-feu pouvait être conclu. Vous savez, c'est absurde. Mais je suppose... Oui, ma dernière question pour vous était la suivante. Trump a fait un commentaire disant « Vous savez, il y avait un gros point sur lequel nous n'avons pas pu nous mettre d'accord, et il n'y a pas d'accord tant que tout n'est pas réglé. Donc je ne dirais pas qu'ils n'ont rien pu conclure. Je pense simplement que, vous savez, s'il y a 10 ou 15 points à résoudre, on ne valide pas 12 ou 13 d'entre eux en disant « D'accord, faisons un accord ici, et on verra le reste plus tard. » Il semble vouloir un accord global. Donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait eu aucun accord, ou s'il restait seulement quelques points non résolus. Mais selon vous, quels sont ces grands sujets sur lesquels ils n'ont pas pu s'entendre? Est-ce la question de la neutralité, la question territoriale? Comment voyez-vous cela? Je pense, vous savez, que selon moi, le principal objectif des États-Unis, de l'administration Trump, était essentiellement de convaincre les Russes d'accepter un cessez-le-feu, parce qu'ils ont tellement insisté sur le fait d'en avoir discuté avec les Européens, n'est-ce pas? Donc cela aurait été le joyau de la couronne, ou le grand objectif. Et les Russes ont dû rejeter cette idée en réalité déjà auparavant. Mais pourquoi ne pas essayer? Donc d'une certaine manière, Icing Leith, quand Donald Trump a dit « Oh immense, il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord », je pense qu'il faisait référence à l'Ukraine. Mais en dehors de cela, la situation indéniable aujourd'hui est que nous avons cette réunion, que nous avons les appels téléphoniques, que la diplomatie est en cours, que Vladimir Poutine fait l'éloge des États-Unis, que Trump fait l'éloge de la relation qu'ils construisent. Donc dans ce sens, les choses vont dans la bonne direction, n'est-ce pas? Les voies pointent enfin vers la désescalade. Et dans ce sens, nous avons bien un résultat, n'est-ce pas? Ce n'est simplement pas quelque chose de concret, de signable. Ce n'est pas un traité sur lequel on peut apposer sa signature. Mais nous avons des prochaines étapes et nous pouvons attendre quelque chose de positif. Je pense toujours que les Américains sont trop obsédés par l'idée qu'il faut obtenir une victoire à court terme, n'est-ce pas? Que quelqu'un doit gagner et que pour cela, quelqu'un doit perdre. On voit bien comment ils l'ont présenté, comment les médias américains présentent cela. Qui a gagné? Qui a perdu? C'est une façon stupide de voir les choses. Ce jeu a somme nulle. Les Russes ne jouent pas à ce jeu-là. Mais je pense qu'ils ont amené la direction des États-Unis et l'administration Trump, ainsi que des personnes comme Wilcoff et d'autres, à voir les choses de manière plus nuancée, simplement comme des négociations commerciales. En ce sens, Donald Trump, en rationalisant cela comme une négociation pour un accord, comprend qu'il n'a pas terminé. Donc, il faut continuer. Et j'espère vraiment qu'il a toujours le soutien politique aux États-Unis, car d'autres commentateurs ont également souligné qu'en ce moment, c'est une fenêtre en or, puisque le Congrès est en vacances. Et Lindsey Graham est d'une certaine manière tenu en laisse, du moins pour l'instant, car il est aussi menacé dans son propre État pour sa réélection. Donc, en ce moment, la faction néoconservatrice est historiquement faible. Il doit profiter de cette situation pour avancer. La question est de savoir si ce sera assez rapide. Oui, et peut-être un dernier point de ma part. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'un des plus grands changements sur la carte de l'Europe a bien sûr été l'Empire austro-hongrois,
qui a définitivement disparu sous toutes ses formes après la Seconde Guerre mondiale. In all previous forms after the Second World War, and today what we call Austria. Et vous savez ce que nous appelons aujourd'hui l'Autriche. En 1914, l'idée de l'Autriche actuelle aurait été qualifiée de petite Autriche. Et on aurait dit qu'une telle Autriche ne pourrait jamais survivre ainsi. Et aujourd'hui, l'Autriche vit paisiblement, parfaitement heureuse au sein de l'Union européenne. Je ne vois pas pourquoi une Ukraine transformée ne pourrait pas atteindre la même chose. Ce dont nous avons besoin, là où nous devons en arriver, c'est d'avoir une vision commune pour l'avenir de l'Ukraine. Et les Russes l'ont d'ailleurs reconnu. La future architecture de sécurité de l'Europe doit également prendre en compte les besoins de sécurité de l'Ukraine. Nous n'en sommes pas au point où les Russes veulent éradiquer l'Ukraine. Ils n'ont jamais voulu cela. Ils ne le veulent toujours pas. Et l'avenir de l'Ukraine, la façon dont l'Ukraine sera dans les prochaines décennies, n'est pas encore déterminé. On voit bien que Kiev a évidemment une opinion très différente de ce à quoi cela devrait ressembler. Mais les réalités du champ de bataille sont très difficiles à renverser. Il est presque impossible de revenir, lors des négociations, sur ce qui a été établi sur le champ de bataille. Donc les véritables négociations difficiles restent à venir. J'aime ce que vous avez dit à propos de cette idée enfantine, selon laquelle si quelqu'un gagne, l'autre doit forcément perdre. Car la raison même pour laquelle nous sommes dans cette situation, c'est qu'au début des années 90, nous avions conclu des accords pour une architecture de sécurité pan-européenne fondée sur la sécurité indivisible. C'est-à-dire que personne ne devrait renforcer sa sécurité au détriment des autres. Nous avons abandonné tout cela. Et, 30 ans plus tard, bien sûr, nous nous retrouvons plus ou moins inévitablement dans un tel conflit. Mais on observe encore cette mentalité au sein de l'administration Trump également. Bien sûr, je ne sais pas vraiment ce qu'ils en pensent. Si c'est simplement ce qu'il faut dire au public pour rallier la classe politique. Mais je ne sais pas si vous avez vu la photo que la Maison-Blanche a choisi de publier, où l'on voit Trump debout, un peu penché au-dessus de Poutine, avec un doigt sur sa poitrine, comme s'il était le mâle alpha remettant les Russes à leur place. Je veux dire, cette idée que la paix et la diplomatie impliquent que les autres se soumettent à nous va un peu à l'encontre du principe même de renforcer la sécurité mutuelle en prenant en compte les deux parties. Mais ce n'est pas seulement avec les Russes. Ils font la même chose avec le Mexique, le Canada. Trump a un discours où il dit « Hey, quand on dit au Mexique quoi faire, ils le font. Quand on dit au Canada quoi faire, ils le font. » Mexico what to do, they do it. When tell Canada what to do, they do it. And they're very happy. Trump's words, everyone came. Et ils sont très contents. Selon les mots de Trump, tout le monde est venu lui lécher les bottes à cause des tarifs douaniers. Le fait que tout le monde fasse la queue pour vous, c'est ça, la diplomatie. Je pense, comme vous l'avez dit au début, que l'entrée dans un monde multipolaire est un processus d'apprentissage. Comment traiter avec d'autres pays, en particulier les grandes puissances, la Chine, la Russie, en tant qu'égaux. Mais encore une fois, c'est pourquoi je pense que la diplomatie doit être un long processus, car nous devons désapprendre certaines choses des 30 dernières années et reconsidérer. Et oui, je pense que croire que tout cela pouvait être résolu en quelques heures en Alaska était probablement un peu trop optimiste. Donc, en tout cas, Pascal, merci beaucoup. Anyways, Pascal, thank you so much. Merci, Glenn.